Ma belle-fille s'est levée durant la lecture du testament et a annoncé qu'elle m'écartait de la succession de mon mari, un patrimoine estimé à plus de 50 millions d'euros. Je suis restée assise, figée. Pas une larme. J'avais pris soin de lui quand il ne pouvait plus marcher. Maintenant, elle agissait comme si je n'avais jamais existé. Mais lorsque le notaire s'est mis à rire, quelque chose a basculé. Qu'est-ce que Philippe avait bien pu cacher avant de mourir? Et pourquoi avais-je l'impression qu'il me parlait d'outre-tombe? J'étais seule dans le jardin après les funérailles, regardant en silence les derniers invités repartir. Ils laissaient derrière eux des verres à moitié pleins, des chaises pliantes et l'odeur entêtante des lys coupés. Personne n'a pensé à revenir pour me demander si j'avais besoin d'aide pour rentrer, pas même Bénédicte. Elle avait tout organisé, bien sûr. De la cérémonie à la basilique de Fourvière jusqu'au diaporama, en passant par les fleurs et même les tasses à café. C'était d'une perfection telle qu'on se sentait de trop. Froid, sans défaut, et chronométré à la seconde près. Philippe aurait détesté. Il disait toujours que les enterrements devaient être désordonnés. Les gens devaient pleurer bruyamment, raconter de mauvaises blagues, oublier leur parapluie. Il devait être vrai. Mais celui-ci ne l'était pas. Il semblait répéter, comme si j'assistais au dernier acte d'une pièce à laquelle je n'avais pas été conviée. Quand je suis rentrée dans notre grand appartement du 6e arrondissement, Bénédicte rassemblait déjà les dossiers sur la table de la salle à manger. Je me suis éclairci la gorge pour parler, mais elle n'a pas levé les yeux, continuant de trier les papiers comme une machine. Puis, sans se retourner, elle a dit, « Nous procéderons aux formalités juridiques la semaine prochaine. » J'ai tout arrangé avec le cabinet. Aucune mention de moi. Aucune question sur ce que je voulais. Aucune reconnaissance du fait que j'avais passé les 6 derniers mois à dormir sur une chaise à côté du lit d'hôpital de Philippe, pendant qu'elle était trop occupée à s'envoler pour des conférences. Je voulais croire que c'était le stress, le chagrin, ou peut-être qu'elle ne savait simplement pas comment me parler. Mais elle m'a alors tendu une petite boîte au nom de Philippe. Il m'a demandé de vous donner ça, a-t-elle dit. À l'intérieur, une pince à cravate. Juste un clip en argent. Pas de mots, pas de lettres. Philippe avait des tiroirs remplis de journaux et de lettres. Nous nous écrivions des mots même lorsque nous étions dans la même maison. Et à la fin, tout ce que j'obtenais était une pince à cravate, une qu'il ne portait même pas souvent. Bénédicte m'a offert un sourire poli et s'en est allée, comme si c'était la fin de l'histoire, comme si elle avait refermé le livre pour nous deux. Cette nuit-là, assise dans la cuisine avec une tasse de thé tiède, pour la première fois depuis la mort de Philippe, je me suis sentie étrangère dans la maison que nous avions bâtie ensemble. L'invitation est arrivée par courriel. Froid, formel, envoyé par l'assistante de Bénédicte. Objet, réunion d'administration successorale. J'ai fixé l'écran un long moment, ne sachant si je devais me sentir insultée ou simplement anesthésiée. La réunion était prévue le mercredi à 9h, dans les bureaux de son cabinet sur la presqu'île. Pas un mot de réconfort, pas un « j'espère que vous tenez le coup ». Juste une heure et un lieu, comme un rendez-vous chez le dentiste. Ce matin-là, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. L'ascenseur s'est ouvert sur une réception élégante qui sentait l'eucalyptus et l'encre d'imprimante. Une jeune assistante m'a jeté un regard qui disait clairement qu'elle n'attendait pas quelqu'un comme moi. Je l'ai suivie dans la salle de conférence. La porte s'est refermée derrière moi dans un déclic feutré. Cette personne était assise autour de la longue table, tout en costume sombre. Bénédicte trônait au bout, les yeux fixés sur une pile de dossiers. Elle n'a pas daigné se lever, ni même dire bonjour. Elle a juste hoché la tête légèrement, comme pour dire « Vous pouvez vous asseoir là-bas ». J'ai pris la seule chaise vide, à l'autre extrémité. Personne ne m'a tendu de dossier. Personne ne m'a offert un café. Bénédicte s'est éclairci la gorge. En tant qu'exécutrice testamentaire, a-t-elle commencé, je vais vous présenter la répartition des actifs tels que stipulés dans le testament finalisé. Sa voix était tranchante, professionnelle. J'étais assise tranquillement, les mains jointes sur mes genoux, la seule à ne pas tenir de stylo. Elle a énuméré des actions, des comptes en fiducie, 2 biens immobiliers commerciaux et la participation dans un vignoble où Philippe avait investi.
Puis elle a annoncé que Philippe lui avait transféré le contrôle principal de la fiducie familiale 6 mois auparavant. J'ai cligné des yeux. C'était impossible. J'avais géré cette fiducie avec Philippe pendant près de 20 ans. Il n'avait jamais mentionné vouloir la lui transférer. Bénédicte a continué sans marquer de pause, lisant les allocations comme si elle dressait un inventaire. Mon nom n'est jamais apparu. À la fin, l'un des associés a demandé « Et la part de Madame Dubois ?» Bénédicte a à peine levé les yeux. Il n'y a aucune distribution restante qui lui soit assignée en vertu du présent document. Juste comme ça. Sans un regard, sans une explication. La version légale de l'effacement. Une chaleur étrange m'a parcouru la colonne vertébrale, mais mes mains sont restées immobiles. Je n'ai pas dit un mot. Le silence dans la pièce a duré une seconde de trop, mais personne n'a réagi. La réunion s'est poursuivie. Quand ce fut terminé, j'ai attendu que tout le monde parte. Bénédicte a rangé son porte-documents lentement, comme si elle s'attendait à ce que je dise quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée, j'ai ajusté mon foulard et je suis sortie sans un regard en arrière. Dehors, l'air froid m'a giflé les joues. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais même pas encore triste. Juste vide. Comme si j'avais regardé une version de ma vie se plier en un document et être classée sous le nom de quelqu'un d'autre. Bénédicte n'avait pas seulement pris le pouvoir dans cette pièce. Elle avait pris le récit, la maison, l'histoire. Elle avait parlé par-dessus mon silence, et personne ne l'avait remise en question. Pas une seule fois. Alors que je marchais vers le parking, une phrase résonnait dans mon esprit, aucune distribution restante ne lui est assignée. Je n'étais plus une veuve. Je n'étais même plus une ligne sur un document. Je n'étais rien. Je suis rentrée à la maison et je me suis assise dans le noir pendant un long moment cet après-midi-là. Je ne voulais pas allumer les lumières. Le silence à l'intérieur de l'appartement semblait plus assourdissant que n'importe quelle conversation que j'aurais pu supporter. Je n'avais toujours pas défait les dernières affaires de Philippe de l'hôpital. Sa canne reposait près de la porte de service, là où il l'avait laissée la dernière fois que nous étions revenus de la chimiothérapie. Je ne l'avais pas déplacée. Je ne pouvais pas. Plus tard dans la soirée, j'ai ouvert le tiroir du bureau dans le cabinet de travail de Philippe. Ce n'était pas un geste délibéré, mes mains ont agi avant que mon esprit ne rattrape le mouvement. Le tiroir a grincé, comme il l'avait toujours fait. Il disait qu'il fallait le huiler. Je répondais toujours que je l'aimais comme ça. Ce son signifiait qu'il était à la maison. À l'intérieur se trouvaient de vieilles enveloppes, des reçus de commandes de livres, son porte-mine favori et quelques post-it délavés avec des listes de courses. Tout au fond, sous un grand livre comptable relié de toile, j'ai trouvé un petit dossier manille que je ne reconnaissais pas. Pas d'étiquette, pas de date. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé 3 feuilles de papier. La première était un brouillon manuscrit. Son écriture, reconnaissable entre toutes bien qu'un peu tremblante, remplissait la page. Pas de salutation, pas de signature, juste une courte note écrite de sa voix si calme. Bénédicte veut que je mette à jour le testament. Elle dit que c'est pour refléter les actifs actuels. Je lui ai demandé pourquoi maintenant, elle a répondu que c'était pour plus de clarté. Je pense qu'elle est prudente, trop prudente. Elle a commencé à rédiger des documents en mon nom. Je n'ai encore rien signé. Je ne l'ai pas dit à Élise. Je sais qu'elle poserait les questions que j'ai peur de me poser. J'ai fixé le papier, mes yeux le parcourant encore et encore, cherchant une autre signification. Mais le message était clair. Il avait eu des doutes. Il ne m'en avait pas parlé. Il avait senti quelque chose, mais il était resté silencieux. La deuxième page était une photocopie du testament le plus récent, celui que je n'avais jamais vu. Bénédicte avait montré la version signée lors de la réunion, mais celle-ci était manifestement différente. Il y avait des annotations dans les marges, des modifications, des corrections, plusieurs sections entourées d'un stylo rouge. Mon nom y avait figuré. La phrase disait « En cas de mon décès, je lègue mes biens personnels, y compris la résidence principale, les actions et les comptes désignés, à mon épouse, Élise Dubois. » La phrase avait été barrée. Manuscrite dans la marge, une note, à discuter avec Bénédicte.
La 3e page était un programme dactylographié de rendez-vous, des consultations juridiques. 2 des dates remontaient à plusieurs mois, à l'époque où Philippe alternait les séjours à l'hôpital. Je ne savais pas qu'il rencontrait qui que ce soit. J'étais avec lui presque chaque heure à ce moment-là. Le seul moment où il était seul, c'était quand Bénédicte venait prendre le relais. Le dossier était mince, mais il pesait une tonne dans mes mains. J'ai posé délicatement les pages sur le bureau et je me suis penché en arrière. Le ventilateur de plafond tournait au-dessus de moi, lent et régulier. J'ai fermé les yeux, repensant à la dernière fois que Philippe et moi avions parlé du testament. C'était pendant un dîner. Simple, calme, comme n'importe quel autre soir. Il avait dit, « Tu n'as à t'inquiéter de rien, Élise. » J'ai fait en sorte que tout soit réglé. Je me souvenais de la façon dont il avait tendu la main sur la table pour me serrer le poignet. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans le bureau, relisant les pages jusqu'à ce que le ciel extérieur passe du noir au gris pâle. J'ai regardé le matin prendre forme autour de moi, un coin après l'autre. À l'aube, je savais que ce n'était pas seulement une erreur. Ce n'était pas un oubli administratif. C'était délibéré. Bénédicte avait orchestré quelque chose, et Philippe l'avait senti, avait peut-être même essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. J'ai replacé les pages dans le dossier et je les cachais sous une pile de vieux magazines de voyage dans le placard du couloir. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je n'avais pas de plan. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Laurent Fournier. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis la fête de départ à la retraite de Philippe. Laurent avait toujours été un homme posé, le genre d'homme qui n'élève jamais la voix mais qui remplit tout de même une pièce. Philippe lui faisait confiance. Moi aussi. Il a décroché à la 2e sonnerie. Quand j'ai prononcé mon nom, il y a eu un temps d'arrêt avant qu'il ne réponde. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la surprise sous-jacente. Il a accepté de me rencontrer le lendemain. En raccrochant, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Le vent tirait sur les dernières feuilles des platanes, les mêmes que Philippe avait plantées il y a 30 ans. Il disait qu'il nous survivrait à tous les deux. Peut-être qu'il le ferait, mais je n'allais pas laisser le silence être la dernière chose qu'il laisserait derrière lui. Pas tant qu'il me restait un souffle de vie. Laurent m'a retrouvée dans un café discret du Vieux-Lyon, rue Saint-Jean. L'endroit n'avait pas changé depuis des années, même banquette en bois, même tasse ébréchée et ce même air de jazz qui flottait doucement. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi, son manteau encore humide de la bruine matinale, et m'a salué d'un signe de tête silencieux. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai ouvert le dossier manille et l'ai poussé sur la table. Il a lu en silence, les lèvres pincées en une ligne fine. Lorsqu'il est arrivé à la note manuscrite de Philippe, son front s'est plissé. Il n'a pas parlé tout de suite, se contentant de feuilleter les pages, comme s'il essayait de reconstituer une chronologie dans sa tête. Je suis restée immobile, les mains enroulées autour de ma tasse de thé tiède. Le voir lire rendait toute l'affaire plus réelle, comme si je n'avais pas imaginé les modifications, les marques rouges ou cette ligne qui portait autrefois mon nom, maintenant barrée en silence. Il a finalement parlé. Pas avec panique, ni avec pitié, mais avec une fermeté tranquille qui me disait qu'il avait déjà vu des choses semblables. « C'est plus que suspect, Élise, a-t-il dit. C'est intentionnel. » Il a sorti un carnet de la poche de son manteau et a commencé à dresser une liste. Il a noté les dates du dossier, les noms des cabinets d'avocats que Bénédicte avait mentionnés, et a entouré un détail particulier auquel je n'avais pas pensé. Les signatures des témoins sur le testament modifié. C'étaient des noms que je ne reconnaissais pas. Aucun d'eux n'avait jamais mis les pieds chez nous. Philippe avait toujours préféré faire appel à des gens qu'il connaissait, un voisin, un ami du club de golf. Le fait que Bénédicte ait fait venir des témoins extérieurs sans me le dire soulevait plus que quelques doutes. Nous avons convenu d'enquêter discrètement. Pas de confrontation. Pas encore. Laurent a dit que nous commencerions par valider la dernière version du testament déposée au greffe du tribunal. Il demanderait des copies certifiées conformes et les comparerait avec les notes que j'avais. En attendant, je devais laisser les choses exactement comme elles étaient. De retour à la maison,
j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai glissé le dossier dans le coffre-fort que nous utilisions pour les passeports et les papiers médicaux. Puis je me suis assise au vieux bureau de Philippe et j'ai ouvert son agenda. Bénédicte avait déjà emporté la plupart de ses affaires. Elle avait mis ses livres en carton, donné ses vêtements et envoyé ses clubs de golf à un ami. Mais l'agenda était toujours là, un simple agenda relié de cuir avec des notes griffonnées au crayon. C'est là que j'ai trouvé le nom, Gilles Lemoine. Il était inscrit un mardi matin, entouré de fois. J'ai vaguement reconnu le nom. C'était un conseiller fiscal que Philippe avait rencontré par l'intermédiaire d'une association à but non lucratif des années auparavant. Je ne l'avais pas vu depuis une éternité, mais le fait que Philippe l'ait rencontré alors qu'il était malade sans jamais me le dire me piquait plus que je ne voulais l'admettre. J'ai appelé Laurent pour le lui dire. Il a dit qu'il se renseignerait, qu'il le contacterait peut-être discrètement. Si Gilles Lemoine avait fait partie du processus de planification successorale, même brièvement, il aurait pu voir quelque chose que Bénédicte n'avait pas l'intention de montrer. Les jours suivants se sont écoulés lentement. J'ai continué mes routines comme si de rien n'était. Les courses, l'arrosage des plantes, ma participation au club de lecture, même si j'ai à peine parlé cette semaine-là. En surface, tout semblait normal. Mais en dessous, j'étais en alerte, observant, attendant. Puis, le vendredi, Laurent a appelé. Il avait parlé à Gilles Lemoine. Ce qu'il m'a dit m'a noué l'estomac. Gilles se souvenait de la venue de Philippe, l'air maigre et épuisé, tenant à peine son stylo. Ils avaient parlé pendant près d'une heure de la fiducie. Philippe avait des questions sur la désignation des bénéficiaires et sur la garantie de protection à long terme pour moi. Mais Gilles a dit que Philippe semblait hésitant. Il n'arrêtait pas de dire que Bénédicte s'occuperait de tout, qu'elle l'aidait. Gilles avait proposé de mettre en place un examen indépendant juste pour s'assurer que tout était clair et transparent, mais Philippe n'a jamais donné suite. Une semaine plus tard, Bénédicte a appelé pour annuler le rendez-vous, disant que Philippe n'avait plus besoin de ce service. Laurent a marqué une pause au téléphone, laissant cette information s'installer. Il a ajouté que Gilles avait encore les notes de la consultation. Elles n'avaient aucune valeur juridique, mais elles prouvaient que Philippe avait des préoccupations. Elles montraient une intention, un doute. Et cela pourrait suffire à ouvrir une enquête formelle si nous décidions d'aller dans cette voie. Cette nuit-là, j'ai sorti un vieil album photo, non par nostalgie, mais pour y voir plus clair. J'ai regardé des photos de Philippe lors d'événements familiaux, de vacances, de dîners entre amis. Sur presque chaque photo, Bénédicte était quelque part en arrière-plan, souriante, serviable, planant. J'avais autrefois cru qu'elle était loyale, qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer, le positionnement soigné, la façon dont elle parvenait toujours à être celle à qui l'on confiait la logistique, les documents, les plans. Elle se préparait à cela depuis longtemps. Et la partie la plus douloureuse n'était pas seulement la trahison. C'était de réaliser que Philippe avait su que quelque chose n'allait pas, et qu'il ne me l'avait pas dit. Je n'ai pas beaucoup dormi après l'appel de Laurent. J'avais toujours cru à la patience, à l'idée de donner aux gens le temps de montrer qui ils sont vraiment. Mais maintenant, chaque jour qui passait sans réponse me donnait l'impression de laisser Bénédicte réécrire l'histoire en sa faveur. Le lundi suivant, Laurent a rappelé. Son ton était différent, plus rapide, plus urgent, mais toujours posé. Il avait examiné les registres du tribunal et trouvé quelque chose d'étrange. La copie finale du testament de Philippe qui avait été déposée et exécutée portait un numéro de dossier différent de celui du projet original. Ce n'était pas alarmant en soi, mais la version originale, celle que Philippe et moi avions examinée ensemble un an auparavant, avait disparu des archives officielles. Elle avait été marquée comme « remplacée », mais aucune documentation n'indiquait qui avait initié le changement. Laurent a dit qu'il voulait faire appel à quelqu'un d'autre. Son nom était Maître Sylvie Moreau, une spécialiste du contentieux successoral. Elle avait de l'expérience dans les testaments contestés et la fraude documentaire. J'ai accepté, même si une partie de moi hésitait. Plus nous creusions, plus je craignais de trouver quelque chose d'encore pire. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Laurent le mercredi matin. Sylvie était vive, tant dans son ton que dans sa présence. La cinquantaine, habillée simplement, sans geste superflu.
Elle a écouté pendant que Laurent exposait ce que nous avions jusqu'à présent. Quand il a mentionné les témoins inconnus, elle a haussé un sourcil. Elle a dit que leur nom était déjà apparu dans une autre affaire. Des notaires non agréés, payés pour signer des documents sans vérification appropriée. Elle a griffonné des détails sur un bloc-notes sans s'arrêter, puis a levé les yeux et a dit « Ce n'était pas seulement bâclé. Cela semble construit. » Avant que je ne parte, Sylvie a dit qu'elle déposerait discrètement une demande d'enquête auprès du tribunal des successions. Si Bénédicte avait déposé quelque chose d'irrégulier, il y aurait une trace. 3 jours plus tard, Sylvie m'a appelé avec des nouvelles. La requête pour geler la succession avait été approuvée. C'était une ordonnance temporaire, mais cela signifiait que Bénédicte ne pouvait plus déplacer de fonds ou réattribuer des titres de propriété sans que le tribunal ne le sache. C'était le premier pas solide en avant. Le même après-midi, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier, une invitation imprimée. Bénédicte organisait un événement privé dans un cercle prestigieux d'Écully, un « hommage » à Philippe. Au dos, j'ai remarqué la date, dans 4 jours seulement. J'ai fixé le carton un long moment. Pas un appel, pas un SMS. Et pourtant, elle avait le culot de m'envoyer une invitation sur papier glacé, comme si j'étais une simple invitée et non la femme qui avait passé 43 ans aux côtés de Philippe. J'ai appelé Laurent et lui ai dit que je voulais y assister. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Il ne s'agissait pas de confrontation. Pas encore. Il s'agissait d'être présente, de rester debout dans une pièce d'où quelqu'un avait essayé de m'effacer. Le samedi venu, je me suis habillée avec soin. Un pantalon de tailleur bleu marine, un chemisier en soie que Philippe m'avait offert pour notre 35e anniversaire. Rien de spectaculaire, mais tout était intentionnel. À l'intérieur, la salle était lumineuse, avec des parquets cirés et des centres de table floraux. Une photo de Philippe, encadrée d'or, se trouvait près du bar. C'était celle où il avait l'air fatigué, son sourire faible. Je détestais cette photo. Bénédicte était au centre de tout, élégante, composée. Quand elle m'a vue, son expression a vacillé une fraction de seconde. Puis elle a souri. J'ai hoché la tête sans lui rendre son sourire. Un homme que je ne reconnaissais pas s'est approché et s'est présenté comme l'un des anciens partenaires commerciaux de Philippe. Il a parlé gentiment, puis il m'a demandé comment je gérais la succession. Je l'ai regardé, prise au dépourvu. Il supposait que j'étais toujours la fiduciaire. Quand je lui ai dit que je ne l'étais plus, que j'avais été démise de mes fonctions avant le décès de Philippe, son visage a changé. Une légère confusion, un malaise poli. Puis il a hoché la tête et s'est éloigné. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'a appris quelque chose. Bénédicte n'avait pas dit toute la vérité à tout le monde. Je ne suis restée que 20 minutes de plus, juste assez longtemps pour parler à un vieil ami de Philippe du conseil d'administration, qui a mentionné presque en passant qu'il avait reçu un courriel de Bénédicte des semaines avant le décès de Philippe. Il contenait des suggestions de montant de dons et l'expression « responsabilité de l'associée gérante ». Je l'ai remercié, j'ai souri et je me suis excusée. De retour dans la voiture, assise avec le moteur éteint, tout est devenu clair. Bénédicte n'avait pas attendu que Philippe décède. Elle avait commencé à orchestrer la transition pendant qu'il respirait encore. Elle avait utilisé sa maladie comme couverture, sa confiance comme monnaie d'échange, et mon silence comme permission. Mais ce silence touchait à sa fin. Le lundi suivant a commencé avec une pluie fine, continue, implacable. Assise à la table de la cuisine avec mon café, je regardais les gouttes frapper la fenêtre, comme de minuscules rappels que le monde continue de tourner même quand tout en vous s'est arrêté. À 9h15 précise, Laurent a appelé. Il m'a annoncé que Sylvie avait déposé la requête pour contester le testament pour motif formel de fraude potentielle et d'abus de faiblesse. Le tribunal avait accepté le dossier et programmé une audience préliminaire dans 2 semaines. Cela permettrait l'ouverture d'une procédure de communication de pièces, ce qui signifiait que nous pouvions commencer à demander les communications internes, les registres financiers et les documents numériques du cabinet de Bénédicte. C'était comme ouvrir une porte scellée. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Sylvie à son bureau.
Elle était déjà au téléphone, alors son assistante m'a fait entrer dans la petite salle de conférence où des copies de documents successoraux étaient étalées sur la table. Des onglets de couleur, des courriels imprimés, une chronologie partielle scotchée au mur. Sylvie m'a rejointe 10 minutes plus tard, tenant une feuille imprimée. C'était un courriel que Bénédicte avait envoyé 6 semaines avant le décès de Philippe, marqué « confidentiel ». L'objet était « structure révisée, action immédiate ». Le corps du message était court mais clair. Bénédicte avait ordonné à son équipe d'accélérer la finalisation des documents de la fiducie et de supprimer toutes les clauses qu'elle considérait comme discrétionnaires. Mon nom était mentionné une seule fois, dans une courte phrase, « Retirer les privilèges de cobénéficiaires conformément à notre discussion ». C'était tout. Ma présence entière, mes décennies aux côtés de Philippe, réduite à une ligne dans la chaîne de courriel de quelqu'un d'autre. Le jeudi, Sylvie avait rassemblé suffisamment de documents pour commencer à émettre des assignations. Elle a déposé une demande pour obtenir un accès complet aux communications numériques de Philippe durant les 6 derniers mois de sa vie. Elle a également soumis une demande pour faire déposer l'une des assistantes juridiques de Bénédicte, une certaine Chloé Martin, qui avait authentifié les documents contestés sous la supervision de Bénédicte. Lorsque j'ai lu ce détail, mes mains se sont immobilisées. Je lui ai donné la permission de demander un expert en graphologie. Nous allions comparer les signatures connues de Philippe sur ses dossiers médicaux avec celles des documents révisés. Le mardi matin suivant était vif et silencieux lorsque je suis arrivée au bureau de Sylvie. La ville n'était pas encore tout à fait réveillée. À l'intérieur de la salle de conférence, les lumières étaient déjà allumées. Laurent était là, triant un épais dossier. La personne que nous attendions, Chloé Martin, est entrée pile à l'heure. La trentaine, le regard vif, mais avec une sorte d'agitation dans les mains. Elle a commencé par la chronologie. Bénédicte l'avait impliquée dans les révisions de la succession 6 semaines avant le décès de Philippe. Chloé a dit qu'elle trouvait inhabituel que certaines procédures standards soient contournées. Normalement, il y avait des réunions, des sessions de relecture, des accusés de réception notariée. Mais dans ce cas, les choses étaient allées vite, trop vite. Chloé a décrit un soir où elle était restée tard au bureau. Elle était retournée chercher sa veste et avait vu Bénédicte et un autre membre du personnel dans la salle de conférence avec une pile de formulaires non signés. Bénédicte lui avait demandé d'être témoin d'une signature. Elle n'avait pas vu Philippe signer directement. Quand elle avait posé la question, Bénédicte avait balayé ses doutes d'un revers de main, disant qu'il venait de sortir, que c'était urgent. Et signer, ce n'est pas grave. Ce moment était resté dans l'esprit de Chloé, suffisamment pour qu'elle le note dans son agenda. Elle avait apporté cette page avec elle. La note était simple, 19h43, dimanche. Signature témoignée pour B. Pas de P présent. Puis Chloé a ajouté autre chose. Elle se souvenait avoir entendu Bénédicte au téléphone dans son bureau, parlant à quelqu'un de la distribution rapide des actifs. La phrase qui l'avait marquée était « liquidé en silence, sans délai ». C'était 2 jours avant que Philippe ne soit hospitalisé pour la dernière fois. Quand Chloé est partie, Sylvie s'est assise et a posé les 2 mains à plat sur la table. C'était la percée dont nous avions besoin. Ce n'était plus seulement un soupçon. Nous avions un horodatage, un témoin direct, un langage qui suggérait une manipulation. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Bénédicte, polie, froide. Il m'accusait d'interférer avec une transition successorale légale. Il menaçait de me poursuivre pour les frais de justice si je ne retirais pas ma requête. J'ai lu la lettre 3 fois avant de la plier et de la poser à côté de mon café. Puis j'ai appelé Laurent. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais plus que bien depuis des années. J'avais juste été silencieuse. Mais le silence n'était pas synonyme de reddition. L'invitation est arrivée dans une enveloppe couleur crème, glissée sous ma porte d'entrée. Une réunion officielle du conseil d'administration de la fondation se tenait pour finaliser le transfert de l'autorité exécutive à Bénédicte. C'était une performance. Bénédicte voulait que je voie ce qu'elle croyait avoir déjà gagné. Ce jeudi-là, je suis arrivée 5 minutes en avance. À la tête de la table était assise Bénédicte. Quand elle m'a vue, son sourire a à peine bougé.
Un éclair de surprise, puis le sang-froid à nouveau. J'ai hoché la tête et j'ai pris le siège vide au fond. Quand ils en sont arrivés au point marqué, transition de la direction exécutive, Bénédicte s'est éclairci la gorge. Elle a parlé de la vision de Philippe, de la continuité. Puis elle a dit la phrase que je n'oublierai jamais, et maintenant, avec votre grâce, je porte ce flambeau. Votre grâce. Comme si je m'étais inclinée. Je suis restée immobile. Puis j'ai sorti une petite enveloppe de mon sac. Silencieusement, je l'ai passée à l'homme à côté de moi, le plus vieil ami de Philippe encore au conseil. Il a semblé confus mais l'a prise. À l'intérieur se trouvait une copie de la déclaration signée de Chloé, ainsi qu'un bref résumé du mémoire de Sylvie et une copie marquée en rouge de la page que Bénédicte avait modifiée dans l'accord de fiducie original. Il n'a pas dit un mot. Il l'a simplement passé à la personne suivante, et à la suivante. En quelques instants, Bénédicte l'a remarqué. Son sourire s'est crispé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste laissé le papier voyager. Quand il a atteint le bout de la table, je me suis levée. Merci pour l'invitation, ai-je dit. Mon avocate prendra contact si l'un d'entre vous souhaite des éclaircissements. Et je suis sortie. Pas pressée, pas en colère. Juste claire. Les jours qui ont suivi la réunion du conseil d'administration furent étrangement calmes. Pas d'appel, pas de menaces, pas de lettres au langage juridique ou aux exigences voilées. C'était comme si un rideau était tombé sur la scène que Bénédicte avait si soigneusement construite, et que le public avait tranquillement quitté ses sièges. Mais je ne prenais pas ce silence pour une résolution. Sylvie m'avait prévenu que ces moments étaient souvent les plus stratégiques. Quand les choses se taisent, cela signifie que les gens se regroupent. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui avais besoin de me préparer. J'avais déjà fait ma part. J'avais déjà dit la vérité. C'était maintenant à son tour de faire face. Je suis revenue à mon propre rythme cette semaine-là. Des petites choses, arroser les plantes, lire le journal à la table de la cuisine, préparer la soupe comme Philippe l'aimait. Je ne ressentais plus le besoin de courir après des explications. Puis vint le dimanche. Sylvie a appelé en début d'après-midi. Elle avait reçu un courriel inattendu de l'équipe juridique de Bénédicte. Il n'y aurait plus de contestation de l'enquête sur la fiducie. En fait, Bénédicte se retirait entièrement de son poste de directrice exécutive de la fondation. Elle n'admettait aucun méfait, seulement une déclaration sur la préservation de la réputation de la fondation et le respect de l'héritage de Philippe. Je n'ai pas célébré. Je n'ai appelé personne. Je suis simplement sortie avec un manteau et j'ai laissé l'air d'hiver me frapper le visage. Froid, honnête et clarifiant. Le mardi suivant, la Fondation a publié un court communiqué de presse confirmant la transition. Ils ont nommé un comité de surveillance temporaire, composé d'anciens membres du conseil qui avaient travaillé directement avec Philippe durant les premières années. Laurent m'en a transmis une copie avec une note personnelle de l'un d'eux. Elle disait seulement ceci: vous avez eu raison de protéger ce qui comptait. Cette semaine-là, Sylvie et moi nous sommes rencontrés une dernière fois en personne. Elle avait préparé un résumé de la situation et des prochaines étapes que nous pourrions envisager si je voulais officiellement demander des dommages et intérêts ou une restitution. Je l'ai remerciée, mais je lui ai dit non. Je n'étais pas intéressée à prolonger les choses. Non pas parce que j'avais pardonné à Bénédicte, mais parce que j'avais déjà gagné la partie qui comptait le plus pour moi. J'avais repris mon nom d'un document qui avait tenté de l'effacer. Je m'étais réinsérée dans une histoire que j'avais contribué à bâtir. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau et j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites de Philippe, de vieilles lettres, des reçus de voyage. Il y avait aussi une enveloppe scellée que je ne reconnaissais pas, sans étiquette, juste laissée là, derrière un vieux registre. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une copie d'un testament antérieur, daté d'1 an avant la révision que Bénédicte avait déposée. Il y avait des pages de notes écrites dans les marges, des phrases personnelles, des mentions de voyages que nous avions faits et de conversations que nous avions eues sur l'héritage et l'équilibre. Mes yeux se sont embués en lisant le dernier paragraphe. Il avait écrit que quoi qu'il arrive, il voulait que les valeurs que nous avions construites ensemble restent au cœur de tout ce que la Fondation toucherait.
Que la famille ne concernait pas les noms de famille ou les liens du sang. Il s'agissait de se tenir l'un à côté de l'autre en silence, quand personne ne regarde. Quelques semaines plus tard, je suis retournée à la fondation pour la première fois depuis les retombées. Le nouveau comité m'a accueilli chaleureusement. Ils m'ont demandé conseil sur l'un des premiers programmes de bourse de Philippe. J'ai proposé d'examiner les dossiers et d'aider là où je le pouvais. Ils ne m'ont pas demandé de revenir à un poste officiel, et je ne m'y attendais pas. Ce n'était plus le but. Le printemps est arrivé lentement cette année-là. Un matin, j'ai reçu une petite invitation par la poste. C'était pour le déjeuner annuel des donateurs. J'y suis allée. J'ai choisi un tailleur gris clair et j'ai épinglé l'ancienne broche de revers de Philippe à mon col, celle qu'il portait pour parler en public. Un petit chêne en argent, stable, enraciné, silencieux. Bénédicte n'était pas là. Son nom s'était estompé des programmes imprimés. Vers la fin de l'événement, une des nouvelles membres du conseil, une femme nommée Léa, est montée sur scène. Elle a remercié ceux qui avaient guidé la fondation à travers la transition. Puis elle a fait une pause. Elle a regardé dans ma direction et a prononcé mon nom, non pas avec cérémonie, mais avec chaleur. Elle a parlé de la mission originale de Philippe et de la force tranquille de ceux qui avaient maintenu cette mission à travers les tempêtes. Puis elle est descendue, et la salle s'est tournée vers moi dans une vague de doux applaudissements. Je me suis levée brièvement et j'ai hoché la tête. Pas pour la reconnaissance, mais comme un geste final.